Lorsque je me suis effondrée au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. 3 jours plus tard, toujours branché aux machines, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, le visage souriant de ma sœur m'avait tagué sous une photo. Journée en famille sans le drame. La légende me brûlait plus que la perfusion dans mon bras. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé les likes augmenter, me demandant quand la famille avait cessé de signifier l'amour pour commencer à signifier la performance. Puis 4 jours plus tard, 74 appels manqués sont apparus sur mon écran et un message de papa, « Nous avons besoin de toi ». C'est là que tout a changé, mais pas comme il s'y attendait. Je croyais que l'épuisement faisait partie du fait d'être fiable. Chez GreenTech, les délais étaient serrés, les projets sans fin. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui restait tard, celle qui faisait avancer les choses. Mes collègues disaient que j'avais une discipline qui leur faisait peur. Ils ne savaient pas que ce n'était pas de l'ambition, c'était de la survie. Parce que chaque heure que je travaillais n'était pas seulement pour moi. C'était pour les gens qui attendaient à la maison d'être secourus encore une fois. Mon père, Robert, était au chômage depuis la crise immobilière. Il appelait ça temporaire, mais 7 ans, ça semblait permanent. Ma mère, Hélène, disait qu'il avait juste besoin de temps, mais ce dont il avait vraiment besoin, c'était du salaire de quelqu'un d'autre. Le mien. Ma sœur, Marine, l'influenceuse de notre famille, lançait toujours quelque chose de nouveau. Une marque de bien-être, un podcast, une ligne de bougies. Chacun échouait plus vite que le précédent. Mon soutien venait souvent par des virements rapides étiquetés, aide, ou, juste ce mois-ci. Et Clara, la plus jeune, toujours en école de design, aimait jouer les conciliatrices. Elle ne se disputait jamais. Elle empruntait juste discrètement et oubliait bruyamment. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Une famille souriante et des photos de vacances, tous avec des pulls assortis et des rires forcés. En ligne, Marine nous appelait les Dupont, la preuve que l'amour est tout. Elle avait posté ça juste après que j'ai payé l'assurance auto de maman et couvert les frais de retard de l'hypothèque. L'amour avait apparemment un solde dû. Grand-père Jean était le seul à y voir clair. Il avait été comptable dans un cabinet d'avocats pendant 40 ans et pouvait lire les gens comme des feuilles de calcul. On ne peut pas auditer l'amour, m'avait-il dit un jour. Mais tu sauras quand les chiffres ne s'additionneront plus. Il m'avait averti gentiment que mes parents avaient commencé à me considérer comme un plan de secours. Je ne voulais pas le croire. On m'avait élevé en pensant que la loyauté arrangeait tout. Alors, j'ai continué à arranger. Je payais ce que je ne devais pas, souriais quand je ne devais pas. La vérité, c'est que j'avais peur d'arrêter. Peur que si jamais je disais non, il me montrerait enfin ce que l'amour valait vraiment. La nuit avant mon effondrement, j'étais encore au bureau à 22h, fixant des plans sur lesquels je ne pouvais même plus me concentrer. Ma poitrine se serrait depuis des semaines, ma vision s'estompait sur les bords. Je pensais que c'était le stress. Ce n'en était pas. Mais même alors que je rangeais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré avec un message de Marine. « Tu peux couvrir mon loyer ? Promis, je te rembourse le mois prochain. » J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée, puis j'ai tapé à nouveau, bien sûr. C'était le dernier message que j'ai envoyé avant que le sol ne vienne à ma rencontre. Les lumières de l'hôpital étaient trop blanches, trop propres, comme si elles essayaient d'effacer ce qui s'était passé. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était flou, les carreaux du plafond, les lignes de perfusion, l'infirmière qui me demandait si je savais où j'étais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'essayais encore de me souvenir quel jour on était. Mon téléphone était éteint. Ma poitrine me faisait mal. Le moniteur à côté de moi bipait doucement, gardant le rythme avec quelque chose de fragile en moi. Quand un médecin a finalement expliqué, sa voix était calme mais distante, événement cardiaque. Vous avez eu de la chance que votre collègue ait agi vite. Chance. Ce mot piquait. Parce que la chance ne devrait pas être ce qui me maintenait en vie. L'amour aurait dû faire ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé mes contacts d'urgence, mes parents, mais personne n'avait répondu.
Nous avons laissé plusieurs messages, a ajouté l'infirmière avec précaution, comme si elle craignait que la vérité ne fasse plus mal que l'aiguille de la perfusion dans mon bras. Les heures passaient. Pas d'appel, pas de visite, rien. J'ai regardé la lumière du soleil ramper sur le mur jusqu'à ce qu'elle disparaisse à nouveau. Le 3e jour, l'infirmière a apporté mon téléphone, entièrement chargé. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. La première chose que j'ai vue n'était pas un appel manqué ou un message. C'était une notification, vous avez été identifié dans une publication par un compte officiel. Mes doigts tremblaient en tapant pour l'ouvrir. L'image s'est chargée lentement, soleil, haut du lac. Ma famille souriante autour d'une table de pique-nique. Ma mère tenant ses œufs mimosa. Mon père, bière à la main. Clara faisant des signes de paix à côté de Marine, dont la légende brillait sous leur visage parfait, journée en famille sans le drame. Un instant, je n'ai pas pu respirer. Le bip du moniteur a grimpé en flèche, correspondant à mon pouls. L'ironie était presque poétique. Il m'avait effacé tout en prétendant célébrer la famille. J'ai zoomé sur leur visage, souriant, détendu, insouciant. Personne n'avait l'air coupable. Personne n'avait l'air de me manquer. Une infirmière est passée et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit, non, je crois que j'en ai assez. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas appelé, je n'ai même pas envoyé de message. J'ai juste regardé jusqu'à ce que le téléphone s'assombrisse et que mon reflet me renvoie une image pâle, fatiguée, mais soudainement calme. Ce genre de calme qui ne vient pas de la paix. Il vient de la clarté. Le 4e jour, j'ai recommencé à marcher, lentement et de manière instable, traînant la potence de perfusion comme une seconde ombre. Le médecin a dit que le rétablissement prendrait des semaines. Il ne savait pas que ce ne serait pas seulement mon cœur qui aurait besoin de guérir. Puis un matin, mon téléphone a vibré sans arrêt. 74 appels manqués. Un message de papa, nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Pas de « comment vas-tu ?» Pas d'excuses, juste de l'urgence. Un ordre. La panique. Je l'ai lu une fois. Puis encore, l'absurdité m'a presque fait rire. Ils m'avaient ignoré quand j'avais le plus besoin d'eux. Et maintenant, ils exigeaient que je les sauve. Mais je n'ai pas rappelé. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai fait défiler jusqu'à un autre contact, grand-père Jean. Mon pouce a hésité sur son nom, le seul qui signifiait encore la sécurité. Quand j'ai appuyé sur « Appeler », il a décroché à la 2e sonnerie. « Allô » a-t-il dit tranquillement. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me parlait comme si j'avais de l'importance. Grand-père Jean est arrivé 40 minutes plus tard, portant toujours son vieux coupe-vent marron et cette expression qui ne trahissait jamais rien. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'était jamais du genre à faire des câlins. Mais il s'est assis à côté de mon lit d'hôpital comme s'il l'avait fait toute sa vie. Alors, a-t-il dit, jetant un coup d'œil au moniteur à côté de moi. Ils t'ont finalement brisé, hein? J'ai souri à peine. Je suppose. Il n'a pas demandé de détails. Il savait déjà. C'était sa manière. Une compréhension silencieuse et chirurgicale. Il est resté toute la journée, parlant à mon infirmière, s'assurant que mon assurance couvrait ce qu'elle devait. Quand la préposée à la facturation a mentionné quelques soldes impayés, il n'a pas scié. Il a sorti sa tablette et a commencé à taper. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je fais l'inventaire », a-t-il dit. Avant de couper les ponts, il faut savoir où ils mènent tous. Nous avons tout passé en revue. Mes comptes chèques, mes virements automatiques, les paiements d'assurance auto, les lignes de crédit conjointes. Mon estomac s'est noué à mesure que la liste s'allongeait. Chaque semaine, de l'argent quittait mon compte comme une lente hémorragie, le prêt de Marine, le loyer de Clara, la voiture de maman, même un paiement de service public à mon nom pour une maison où je n'avais pas vécu depuis l'université. Comment ai-je pu laisser ça arriver, ai-je murmuré. Tu pensais que c'était de l'amour, a-t-il dit simplement. Il pensait que c'était une obligation. Des maths différentes. Cette nuit-là, pendant que les machines ronronnaient et que l'hôpital se taisait, grand-père Jean m'a montré comment les éteindre une par une.
Non par méchanceté, mais par autopréservation. Il a dressé une feuille de calcul, a écrit chaque paiement récurrent et me l'a tendu comme une carte hors de l'enfer. Demain, a-t-il dit, nous commençons par la banque. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de voir cette photo, leur sourire, la lumière du soleil, et d'entendre le léger bip du moniteur comme un compte à rebours. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque depuis l'hôpital. La guichetière a reconnu ma voix. J'avais été la personne fiable pendant des années. À midi, les virements automatiques étaient partis. Le compte de Marine annulé. Le dépôt de loyer de Clara arrêté. L'assurance de maman retirée. Chaque clic était comme respirer à nouveau. En soirée, le téléphone a commencé à vibrer. Premier message de maman, nous venons d'apprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Puis Clara, on peut parler? C'est un malentendu. Je les ai tous ignorés. Grand-père Jean était assis à côté de moi, lisant le journal, faisant semblant de ne pas regarder. Tu te sens coupable, a-t-il finalement demandé. Oui, ai-je admis. Un peu. Ça passera, a-t-il dit en pliant le journal. La culpabilité est l'impôt que les bonnes personnes paient avant la liberté. Le lendemain, j'ai quitté l'hôpital. Grand-père Jean m'a ramené chez moi. Mon appartement semblait plus petit que dans mes souvenirs, comme si les murs écoutaient. J'ai mis mon téléphone en silencieux, l'ai débranché et j'ai regardé par la fenêtre pendant longtemps. Puis une vibration. Un autre message de papa, c'est sérieux. Appelle-moi maintenant. Tout s'effondre. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Ils avaient pris mon silence pour une reddition. Ils ne savaient pas que le silence était le son de ma reprise de contrôle. 2 jours plus tard, j'étais de retour chez grand-père Jean à Quimper, une petite maison de plain-pied qui sentait légèrement le café et le vieux bois. Il avait débarrassé la table de la salle à manger, étalant des dossiers comme un général préparant une guerre. Le soleil de l'après-midi traversait des piles de papier, des historiques de paiement, des relevés de comptes, des lettres d'assurance, mes empreintes financières, à travers des années de soutien silencieux. Chaque histoire laisse une trace écrite, a-t-il dit. La tienne se trouve juste en euros. Il n'avait pas tort. Au moment où nous avons terminé, le tableau était clair. Je ne les avais pas seulement aidés. J'avais financé l'illusion de leur stabilité. Sans mes revenus, tout ce qu'ils avaient construit, l'image, le confort, le contrôle s'effondrerait. Et c'est ce qui est arrivé. Les appels ont doublé. Ma boîte vocale s'est remplie de la voix prudente de ma mère. Douce en surface, cinglante en dessous, Alice, chérie, nous ne savions pas que tu étais à l'hôpital. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Puis plus doux, presque un murmure, ton père s'inquiète encore pour l'hypothèque. Inquiète, pas désolé. Les messages de Marine sont arrivés ensuite. Des captures d'écran de son compte vide, des émojis larmoyants dramatiques, et un message qui disait « Si tu ne répares pas ça, je vais tout perdre ». Je l'ai fixé longtemps avant de répondre d'un seul mot, « Bien ». Puis est venue la tentative de Clara, « Je ne suis pas comme eux », a-t-elle écrit. « S'il te plaît, ne me punis pas pour leurs erreurs. » J'ai presque ri. Elle avait dit la même chose quand j'avais co-signé son bail l'année dernière. Grand-père Jean m'observait faire défiler, le coin de sa bouche tressautant comme s'il avait déjà vu ce film. Ils n'appellent pas parce qu'ils se soucient, a-t-il dit. Ils appellent parce qu'ils sont acculés. Il avait encore raison. Le lendemain matin, une voiture tournait au ralenti devant mon immeuble. Robert Dupont, mon père, assis au volant, fixant ma fenêtre. Il n'a pas envoyé de message. Il n'est pas monté. Il a juste attendu comme un collecteur de dettes attendant une confession. Je ne suis pas descendu. Cet après-midi-là, un nouveau message est arrivé, tu es sur le point de détruire tout ce que nous avons construit. J'espère que tu comprends les dégâts que tu causes. Tout ce que nous avons construit. Je l'ai lu 2 fois à voix haute juste pour goûter à l'absurdité de la chose. Je l'ai montré à grand-père Jean. Il a juste hoché la tête, cette phrase en dit plus qu'il n'a jamais voulu. Et puis est venue la vidéo. Marine l'a téléchargée cette nuit-là. Une visite lente et émouvante de notre maison d'enfance, maintenant vide.
La caméra balayait les murs nus et les cartons éparpillés, sa voix tremblante, « Ils ont tout pris », a-t-elle dit. Et devinez qui les a laissés faire? La vidéo a coupé sur une photo de moi souriante, recadrée d'un Noël en famille il y a des années. La légende, parfois le sang ne signifie pas la famille. Les commentaires ont explosé. Sympathie, pitié, jugement. Des influenceurs l'ont republié. Ma boîte de réception s'est remplie d'étrangers me traitant d'ingrate. Grand-père Jean a tout regardé en silence, puis s'est levé, a sorti son téléphone de sa poche et a passé 3 appels. En 48 heures, nous avions tous les documents. Papiers hypothécaires, défauts de prêt, frais de retard. Ils avaient utilisé l'équité de la maison pour rembourser les cartes de crédit de Marine et l'entreprise de Clara, un studio de bougie-boutique qui n'a jamais ouvert. Je n'ai même pas eu besoin de les dénoncer. Les chiffres l'ont fait pour moi. Néanmoins, j'ai déposé le rapport de fraude. Grand-père Jean et son avocat, Maître Klein, ont aidé à préparer une ordonnance de cessation et d'abstention, pas de contact, pas d'usurpation d'identité, pas de réclamation financière. Nous l'avons envoyée par courrier recommandé, une à chacun d'eux. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon téléphone qui vibrait sans relâche. Le visage de Clara a illuminé mon écran. Par l'œil de bœuf en bas, elle se disputait avec la sécurité de l'immeuble. Elle n'était pas sur la liste des visiteurs autorisés. Je l'ai vue faire les 100 pas dehors, le téléphone à l'oreille, probablement en train d'appeler Marine. Je ne suis pas sortie. Plus tard, grand-père Jean est de nouveau apparu, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Ils ont fait quelque chose de stupide, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient des échanges de mails imprimés entre mes parents et un petit cabinet d'avocats. J'ai scanné le texte une fois, puis 2. Ils cherchaient à obtenir une tutelle légale sur moi. J'ai lu l'entête à voix haute, requête d'urgence pour une mise sous tutelle temporaire. Grand-père Jean a soupiré, ils ont déjà essayé ça avec ton oncle il y a des années. Ça n'a pas marché non plus. Mais cette fois, cela aurait pu marcher si je n'avais pas déjà tout transféré sous la fiducie qu'il avait créée. Si mon médecin n'avait pas rédigé des déclarations vérifiant ma stabilité. Si mon service des ressources humaines n'avait pas envoyé de confirmation que j'étais en congé médical, pas en licenciement. Au moment où ils ont déposé leurs papiers préventifs, nous avions déjà frappé au palais de justice. Leur requête était morte à l'arrivée. Pourtant, ils n'ont pas arrêté. Marine a posté à nouveau, cette fois en larmes. Son mascara coulait sur ses joues tandis qu'elle parlait à la caméra, « La maladie mentale ne ressemble pas toujours à ce que vous attendez. » Elle a dit, « Parfois, les gens que vous aimez vous repoussent. Nous essayons juste de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. » Ses abonnés ont inondé les commentaires de sympathie. Prier pour Alice a commencé à être tendance, mais les réseaux sociaux ont une mémoire courte et une mèche encore plus courte. Quelqu'un a retrouvé son ancien post, Journée en famille sans le drame, et l'a juxtaposé à sa vidéo en pleurs. Alors, où était cette préoccupation quand elle était à l'hôpital, disait la légende. La situation a changé du jour au lendemain. Des captures d'écran ont fait surface. Les contrats de marque de Marine, ses posts sponsorisés pendant la semaine où j'étais hospitalisée. Ses tweets se moquant des frères et sœurs toxiques. La page Etsy de Clara a été bombardée de commentaires. Les clients en bourse de mon père se sont retirés. Même le Facebook de ma mère était rempli d'étrangers exigeant des réponses. Avant vendredi, l'empire en ligne de la famille s'était effondré plus vite que leurs finances. Grand-père Jean m'a tendu sa tasse de café. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt, a-t-il dit. La vérité s'est débrouillée toute seule. Cette nuit-là, un seul message est arrivé de ma mère, « S'il te plaît, on peut parler ?» Je l'ai fixé longtemps, le pouce planant au-dessus du clavier. Puis j'ai verrouillé l'écran et l'ai posé face contre table. De l'autre côté de la pièce, grand-père Jean lisait. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit doucement. « Juste. Fini. » Mais il ne l'était pas. Le lendemain matin, un coursier a livré une autre enveloppe. Celle-ci ne venait pas de leur avocat. Elle venait de mon père lui-même. Un testament manuscrit. Il l'avait réécrit la semaine après l'échec de la tutelle.
D'une écriture tremblante, il disait, en cas de mon décès, tous les actifs reviennent à la famille restante qui maintient l'unité. Alice est déshéritée jusqu'à ce qu'elle se réconcilie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était la même manipulation, juste enveloppée d'encre formelle. Je l'ai montré à grand-père Jean. Il pense toujours que je veux quelque chose. Il a souri faiblement. Ils n'ont pas l'habitude que quelqu'un s'en aille avant l'argent. Ce soir-là, j'ai écrit ma dernière réponse, pas par message, pas en ligne, mais par l'intermédiaire de mon avocat. C'était court, précis et définitif, je renonce à tous les droits sur la succession et je demande un non-contact permanent. Je l'ai signé, scellé et remis à grand-père Jean. Dépose ça lundi, ai-je dit. Il a hoché la tête. Que vas-tu faire maintenant? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la pluie s'éclaircissait. Je pense que je vais me reposer, ai-je dit. Peut-être quelque part de plus calme. Pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. 2 semaines plus tard, la pluie a finalement cessé. Grand-père Jean et moi avons emballé le peu de choses que je tenais à garder une valise, mon ordinateur portable et quelques photos qui me semblaient encore miennes et nous avons roulé vers l'est en direction du Limousin. Il a dit qu'il voulait revoir les montagnes avant l'hiver. Je n'ai pas discuté. J'ai juste regardé l'autoroute s'estomper. Kilomètre après kilomètre, le monde enfin silencieux. Le chalet que nous avons loué était près d'une crête bordée de pins. Pas de bruit, pas de circulation, pas de famille, juste le silence, propre et honnête. Je travaillais à distance pour GreenTech maintenant, moins d'heures, pas de pression. Mes journées commençaient par un café noir et se terminaient par le bruit du vent raclant le toit. Parfois, je recevais encore des messages, un cousin demandant ce qui s'était vraiment passé, un inconnu disant qu'il avait lu les posts en ligne. Je ne répondais pas. Je n'avais pas besoin de les laisser croire la version qui leur convenait. Ma vérité n'avait plus besoin de témoins. Grand-père Jean s'asseyait près de la fenêtre, journal en main, faisant semblant de ne pas me regarder respirer plus facilement. Tu l'as fait, a-t-il dit un matin. Tu as brisé le cycle. J'ai souri. Ça n'a coûté que tout. Il a ri doucement. C'est le prix réduit. Et il avait raison. Parce que ce que j'ai gagné valait plus que toutes les excuses, tous les héritages, toutes les photos de famille forcées combinées. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la pourvoyeuse, la réparatrice ou la fille qui devait tout à tout le monde. J'étais juste Alice, vivante, sans attache et enfin libre. Je pensais que le silence signifiait la défaite. Que s'éloigner était la même chose qu'abandonner. Mais maintenant, je sais que le silence peut être un choix, une frontière, une sorte de paix qui n'a besoin de la permission de personne. Ma famille essaie toujours de me contacter par l'intermédiaire d'autres personnes, testant si je briserai le silence. Je ne le fais jamais. Certaines histoires n'ont pas besoin de nouveaux chapitres. Elles ont juste besoin de se terminer. Si on t'a déjà traité d'égoïste pour t'être enfin fait passer en premier, j'espère que cela te rappellera que choisir la paix n'est pas une trahison. C'est de la survie. Ils peuvent garder leur poste, leur pitié, leur version de la vérité. Je garderai ma sérénité, mes rires, ma vie.